En 2021, sans bruit et sans publicité, TV Liberté a battu tous les records d'audience depuis sa naissance en 2014. Grâce à la confiance totale de nos donateurs, nous avons traversé 8 années passionnantes d'engagement pour nos téléspectateurs. Déjouant les actes de censure, les anathèmes, les oukas. Les GAFA sont la police de la pensée. Les GAFA nous ont censurés en 2017, 2018, 2019, en 2020 et tout récemment en 2021. Mais avec vous, nous tenons bon. TV Liberté a été au rendez-vous de tous les combats, de toutes les justes causes. Nous avons donné la parole aux millions de Français de la Manif pour tous contre les destructeurs ou les déconstructeurs de la famille et de ses valeurs. Nous avons donné la parole aux millions de Français des bonnets rouges et des gilets jaunes contre cette caste hors sol qui les a ignorés, dénigrés, privés de leur dignité, dépossédés de leur identité. Nous avons donné la parole aux millions de Français opposés au pass sanitaire face aux gouvernants qui suppriment les libertés individuelles fondamentales et imposent par un contrôle permanent une société de surveillance. Mais TV Liberté, ce n'est pas que cela. C'est aussi la mise en lumière de milliers d'intellectuels, spécialistes, responsables, influenceurs et youtubeurs. On cherchait à les faire taire. Nous nous sommes fait leur porte-voix pour contrer la mainmise de la gauche sur la culture et l'audiovisuel, cette gauche frelatée qui conditionne les Français avec l'argent de leurs redevances. Symbole des nouveaux médias alternatifs, TV Liberté a bousculé la presse audiovisuelle dans son entier. Les médias les plus lucides comprennent dorénavant que leur survie se joue avec un esprit d'ouverture à toutes les sensibilités et à de nouveaux visages. Mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. Nous n'avons jamais été aussi près de renverser la table. Certains cherchent à le faire électoralement, mais que cela soit clair dans tous les esprits. Les politiques ne font que récolter le fruit du travail d'influence et d'éveil mené jour après jour par les journalistes de la presse alternative. L'année 2022 qui s'annonce va être l'année de tous les dangers. La France, chacun le sent bien, est à un tournant décisif où va se livrer la mère des batailles. TV Liberté ne cesse de renforcer son audience et son influence. Nous touchons dorénavant les Français par millions, pas par milliers, mais par millions. Le système et ses représentants ne nous pardonnent pas cette réussite. Ils ne nous épargneront aucun mensonge, aucun fake, aucun coup bas. Il faudra avoir les moyens de répondre et riposter, les moyens de créer et innover, les moyens de se battre pied à pied, maintenir les positions, lancer les offensives, gagner du terrain, briser les lignes adverses, remporter des victoires décisives, faire gagner nos justes causes. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Christine Angot est-elle la réincarnation de la vicomtesse de Kergarouët?
Alors c'est la chose que je me suis demandé en lisant cet excellent livre d'Honoré de Balzac, Béatrix, qui est un merveilleux roman d'amour breton, où apparaît une femme fatale, mais où apparaît, comme d'habitude chez Balzac, aussi un certain nombre de ridicules, vous savez, de ces salons de province légitimistes, salons d'ailleurs qui ressemblent beaucoup à ce que peut être la gauche aujourd'hui, c'est-à-dire un petit milieu confiné, dogmatisant, moralisant en permanence, etc. Et je vous lis ce petit portrait de la vicomtesse de Kergarouët qui m'a fait penser à notre amie Christine Angot. La vicomtesse de Kergarouët était le type de la provinciale, grande, sèche, flétrie, pleine de prétentions cachées qui se montrait qu'après avoir été blessée, parlant beaucoup et attrapant à force de parler quelques idées comme on carambole au billard. Voilà, je pense que la vicomtesse de Kergarouët, c'est vraiment Christine Angot. Pourquoi j'évoque Christine Angot? Puisque nous en parlons dans notre nouveau numéro d'Éléments que nous allons vous présenter grâce à nos amis présents aujourd'hui sur ce plateau. Je commence par notre directeur artistique, Patrick Luzinski. Bonjour cher Patrick. Je me tourne ensuite à ma gauche vers François Bousquet qui va nous parler de cette incroyable, ahurissante, désopilante vicomtesse Christine Angot, vicomtesse Angot. Alors François, ça vous a fait rire, elle a eu un prix, je crois, très prestigieux. Elle a eu 2 prix, elle a eu le prix des Inrecuptibles, on n'en sera pas surpris, pour Le Voyage dans l'Est, qui est son dernier roman, en vérité une autofiction, mais aussi le prix Médicis, qui est un prix prestigieux, très prestigieux, avec le Renaudot et le Goncourt. C'est un 1e livre sur l'inceste, le 10e livre de Christine Angot sur l'inceste. Et écoutez, il est encore plus nul que les précédents. Donc c'est dire à quel point c'est vraiment franchement mauvais. Ça se lit en un quart d'heure, donc c'est plus rapide que le TGV. Et Christine Angot, c'est le Ouigo de l'autofiction. Mais comme le Ouigo, on ne sait pas dans quelle aire de province on va descendre. Va-t-on descendre à Châteauroux, où elle est née, ou va-t-on descendre à Reims, où elle a été violée de 13 à 16 ans par son père, et elle retourne en permanence à Reims. Et Christine Angot, en fait, comme elle parle que de l'inceste, c'est un petit peu comme Tom Cruise dans Edge of Tomorrow, où Tom Cruise est pris dans une boucle temporelle, il n'arrive pas à en sortir et revit en permanence la même scène. Nous allons maintenant parler de quelqu'un de très élégant, d'ailleurs il faut le reconnaître, qui est Mathieu Bock-Côté, qui a explosé, depuis que nous le connaissons depuis presque une dizaine d'années, avec ses livres sur le multiculturalisme. Il nous vient de notre cher Québec, le vieux pays, si cher au général, la belle province, si cher à nos cœurs, à notre cœur. Et on peut dire que maintenant c'est un peu le remplaçant de Zemmour sur CNews. Ouais. Et puis un homme, je pense, qui a peut-être... Zemmour avait des punchlines, Zemmour était un journaliste de talent, mais peut-être avec Mathieu Bock-Côté, une profondeur qui est plus importante que chez Zemmour, me semble-t-il en tout cas. Et surtout, il connaît avant nous ce qu'est cette idéologie woke dont on parle beaucoup, puisque l'une des mecs de l'idéologie woke, c'est le Québec. C'est le Canada, plus largement. L'Amérique du Nord, on a tendance à se focaliser sur les États-Unis à propos du racialisme, et à raison, puisqu'il y a cette histoire de l'esclavage, etc., de la ségrégation, et le continent sur le racialisme, c'est les États-Unis. Mais l'idéologie woke, c'est la combinaison du racialisme, c'est ce que nous dit Bock-Côté, et du multiculturalisme. Et le multiculturalisme a été pensé au Canada. Le pays woke par excellence, aujourd'hui, c'est encore plus que les États-Unis, c'est dire, c'est le Canada. Comment ça s'est construit? Au détriment du Québec, en fait. Il fallait détruire la nation qui était le Québec, faire du Québec une minorité parmi d'autres, une minorité au sein d'un continent anglophone. Les seuls natives, c'est les Amérindiens, les Québécois qui sont là depuis 4 à 5 siècles. Il faut les fusionner dans ce pays-là. Donc le Québec a pensé, le Canada a pensé le multiculturalisme pour museler, en fait, pour phagocyter le Québec. Et la réunion de ces deux-là, c'est à la fois un observatoire. Et lui, il voit ça depuis 10 ans, mais aussi un laboratoire qu'on est en train d'apporter à une vitesse folle. Donc nous, on était comme tout le monde. Je pense que ce Patrick rebondira dessus, puisque c'est vous qui avez fait la maquette. Tout le monde fait Zemmour. Moi, à votre différence, Zemmour est un polémiste. C'est différent, le polémiste. Moi, je suis d'un naturel polémique. Donc je pense qu'il ne faut pas faire de hiérarchie des talents. Bock-Côté, c'est un sociologue. Donc c'est un autre registre. Mais on ne pouvait pas dire à Patrick, fais-nous une coupe sur Zemmour. Tout le monde fait la coupe sur Zemmour. Donc on a voulu faire plaisir à Patrick, et on a fait une coupe avec Bock-Côté qui nous a donné un entretien magnifique. On pouvait pas, je pense qu'on a fait Zemmour, donc je pense que le but d'Éléments, c'est pas on l'a fait 2 fois, une fois et on connaît les différences qu'il y a Éléments et Zemmour. Bock-Côté, c'est
très intéressant parce que c'est Alain de Benoît qui nous l'a fait découvrir il y a déjà des années en disant voilà quelqu'un qui est en train de penser et de nous avertir de ce qui se passe dans un pays qu'on connaît très mal en fait, le Canada. Malheureusement, les francophones ne se sont jamais intéressés aux Québécois. Et même dans l'interview, à un moment, je crois que c'est avec vous, François, où il vous reprend en disant non, moi je suis Québécois et pas Canadien. Vous me permettez, on se voit. Pour la forme, c'est parce que je cite son compatriote Marshall McLuhan, qui a fait la phrase des plus célèbres presque des derniers demi-siècles. C'est le médium. Alors après, il y a le médium et le message. C'est qu'il n'y a pas de message là dans la télé, il n'y a pas de message sur Internet. Le message, c'est Internet, le message, c'est la télé. Et évidemment, le village global, puisque la promesse que les Canadiens nous ont vendue, c'est qu'on allait créer un village global. Mais le village global, je commets la maladresse de dire à votre côté, cher Mathieu, votre compatriote, non, pas du tout. Votre côté est un nationaliste québécois, très très francophile, amoureux de la France, mais c'est un nationaliste québécois. C'est le Québec libre, lui. Oui. Petite chose aussi, parce qu'il faudrait revenir sur, et vous y venez dans cet entretien, sur ce personnage incroyable qui est Trudeau, le Premier ministre canadien, et qui d'ailleurs révèle aussi le côté Dupont et Dupont en Chine des wokistes, et notamment quand ils sont de race blanche. C'est-à-dire que les wokistes ont une forme de fétichisation d'identité étrangère, toujours étrangère. C'est Big Other, comme disait Jean Raspail, mais sans connaître l'identité réelle des êtres. C'est-à-dire que quand Trudeau va en Inde, il s'habille comme un sikh, mais il se trompe d'ailleurs de couleur de turban. Quand il va des musulmans, il va avoir des musulmans modérés, il va mettre peut-être une tenue de salafiste. Quand il va avoir un Africain, alors il fera pas du blackface, mais il se mettra en boubou. On peut pas dire que c'est de sa faute. C'est la faute des racistes, ils s'appellent racisés. C'est de leur faute à eux, parce que ils ont développé un concept qui s'appelle l'appropriation culturelle, qui interdit que nous blancs, nous dominants, nous oppresseurs, on s'empare de leurs marqueurs identitaires. Mais leurs marqueurs identitaires, c'est du carnaval. C'est le sombrero pour le Mexicain. C'est le kimono pour la geisha. Ce qui est fascinant aux États-Unis, c'est le moment d'Halloween. À chaque fête d'Halloween, Halloween est vraiment très célébré aux États-Unis. Chaque directeur de fac, de campus, envoie une alerte internet, une alerte mail aux élèves en leur disant « Vous les blancs, vous déguisez pas en noir. Vous les blancs, ne vous... » Et en fait, on a réduit, mais c'est de leur faute à eux. Ce sont des Afro-Américains parodique. Donc il considère que l'afro-coiffure, que les dreadlocks est le seul marqueur identitaire des Noirs. Moi, ça me réjouit, puisqu'on connaissait énormément... on n'a pas l'équivalent, malheureusement, du bounty. Moi, j'ai envie de dire albinos. Mais on connaît beaucoup de Blancs qui ont des dreads. C'est-à-dire qu'ils ont un désir de négritude, au sens de Sangor. Mais simplement, si on réduit l'identité au sombrero, au déguisement africain aussi. Ça, c'est les Afro-Américains. Donc, Olivier, c'est-à-dire que l'identité, c'est un carnaval. Exactement, mais c'est ce que je voulais signaler, c'est que dans l'idéologie woke, ou dans cette idéologie qui se dit racialiste, ou qui se dit défenseur de l'identité, souvent les identités sont des identités parodiques et reconstruites. Et ça, je trouve ça tout à fait significatif. C'est que c'est des hommes vides qui essayent de se remplir en se créant une identité. En se bricolant une identité de contrefaçon. Et qui sont souvent d'ailleurs des clowns, cher François. Vous voyez, là, j'ai trouvé la bonne manière de parler d'un autre sujet que vous traitez dans le dernier numéro, qui est l'ochlocratie, le règne des clowns. On avait traité un petit peu ça, d'ailleurs, cher Patrick, quand on avait fait notre dossier sur les idiots, sur l'idiocratie, avec quand même la vogue incroyable, moi que je n'arrive pas à m'en remettre, d'Hanouna, d'Hanouna qui est un clown en quelque sorte. On avait fait une couverture là-dessus. Sur Cyril, Mais ça rejoint notre dernier sujet, c'est que la politique était comme le wokisme, on est en train de rentrer dans un monde de clowns, de plus en plus. Et je crois que c'est ça qui... la France, qui était quand même le pays de la politique, rappelez-vous, je veux dire, les candidats, ça se battait. Aujourd'hui, on est dans une pauvreté idéologique qui est incroyable. Incroyable. Une pauvreté, puis une pauvreté idéologique, et la pauvreté des personnes qui ne sont plus crédibles. C'est notre ami Bruno Lafourcade qui, lorsqu'il a vu Macron arriver au pouvoir, il y avait un reportage sur l'Élysée, et il voit Marlène Schiappa. Et il se dit, tiens, c'est sympathique, il faut un reportage aussi sur le petit personnel de l'Élysée, il y a la coiffeuse de l'Élysée. Alors c'est méchant pour les coiffeuses, parce qu'en général, les coiffeuses sont, à mon avis, beaucoup plus profondes et cultivées et intelligentes comme Marlène Schiappa. Mais c'est vrai qu'on n'y croit pas, comme disent les jeunes. Quand on voit Marlène Schiappa, on se demande qu'est-ce que c'est que cette personne. Alors, si vous me permettez, pour revenir sur les clowns. Sur les clowns, et sur... en fait, on a fait un mini-dossier, parce que notre gros dossier, c'est l'égalité, la précarité plutôt. Mais on a fait un mini-dossier, puisque le patron d'Éléments a rencontré
fait un nom qui est pas connu en fait, mais ce qu'il a fait est très très connu. Dont les photos sont connues. Voilà, ouais, c'est Pascal Rostin. Rostin, c'est le grand paparazzi depuis 30 ans. C'est lui qui a photographié Mazarine. C'est le premier qui a chopé Mazarine, Valérie Trierweiler, et c'est lui qui a fait la fameuse couve de Paris Match il y a un mois, avec Zemmour et Sarah Knafo à la Seine-sur-Mer. Hein. Et il se trouve que ce qui est fascinant, c'est que les jeunes ne peuvent pas l'imaginer, ça. Le type a été formé à Minute. Hein. Ah oui. Dans les années 80, Minute était, fin 70, années 80, Minute était une fabrique de journalistes. Hein. C'était à l'époque où il y avait Serge de Beketch, Vladimir Volkov, Alphonse Boudard, ADG, c'était grandiose. Il a été fabriqué là-dedans. Et il nous a offert un bonheur pour notre directeur artistique. Il nous a offert des photos gratuitement, merci à lui, de Mazarine, de la mère de Mazarine. Hein. Du baiser casqué François Hollande aussi, qu'on appelait le baiser casqué. Hein, et on s'est dit, c'est paparazzi, allons-y, zou, intéressons-nous au clown. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, il y a eu des sondages. Hein. Évidemment, c'est des rumeurs qui ont été lancées par l'Élysée pour parasiter les candidatures, hein, qui pourraient être hostile à Macron. On a parlé de Bijard et d'Hanouna. Le rêve d'Hanouna, c'est de se présenter, même s'il s'en défend. Le rêve d'Hanouna, touche pas à mon poste, hein, c'est d'être le vrai rendez-vous politique en mars-avril 2022. Hein. C'est ça désormais. Marlène Schiappa est pour. Marlène Schiappa, elle veut que Hanouna présente le débat de l'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Macron, entre Éric Zemmour et Macron. C'est son univers. C'est son univers. Et on s'est dit, mon Dieu, mais il se passe un truc que les Grecs avaient théorisé il y a 2500 ans. Bien sûr. Depuis Platon jusqu'à Polybe. Polybe est un Grec, mais grand historien romain en fait. Hein. Et il a théorisé l'idée que la politique, c'est un cycle. Hein. On commence par la monarchie qui dégénère en tyrannie. Après on passe à l'aristocratie qui dégénère en oligarchie. Et après, on passe à la démocratie. Le pouvoir du peuple qui dégénère. Alors le mot est on l'a perdu de vue depuis un siècle, parce qu'on pouvait pas, la démocratie ne pouvait pas l'assumer. Elle ne pouvait pas assumer son nombre porté. C'est l'oclocratie. C'est le pouvoir de la foule. Hein. Et de la canaille plutôt, exactement. Enfin bon, c'est de la foule, canaille, etc. On peut le comprendre. Simplement, aujourd'hui, la société est devenue une société de spectacle. Hein. Américain, j'aurais voté Trump. La question ne se pose pas. Je ne peux pas imaginer votant autrement que Trump. C'est pas possible. Hein. Mais de fait, Trump nous interroge, hein, parce qu'il a transformé l'élection en concours de beauté, ou plutôt parce que c'est pas son genre de, à part sa femme, catch, en match de catch. Hein. Ça veut dire qu'il a compris le truc. Hein. C'est que en fait, moi, la théorie que je développe dans le papier, c'est qu'on s'étonne. C'est le paradoxe de Bulgakov. Et Bulgakov faisait remarquer que ce qui est anormal, c'est pas que les tramways ne marchent pas. C'est le Maître et Marguerite début du XXe siècle, c'est le tramway à l'époque. Hein. Le paradoxe, c'est qu'il marche. Hein. Le truc étonnant, c'est que ça marche. Hein. Donc je fais la même chose pour l'abstention. Ce qui est surprenant, c'est que les gens votent. Hein. Pendant 3000 ans, ils n'ont pas voté. C'est ça qui est surprenant. On ne doit pas être surpris par le taux d'abstention, on doit être surpris à l'inverse, par le taux de participation. Et c'est ce que Trump a compris. Et je me répète, moi j'aurais voté Trump. Hein. Mais Trump, pourquoi ça marche? Parce qu'il ne fait pas d'élection. Ou alors il fait l'élection de Miss France, de Miss Vachette. C'est pour ça que ça marche. Ça marche aussi parce qu'il rompt avec, Dieu sait si c'est lourd aux États-Unis, avec cette espèce d'ambiance insupportable de politiquement correct, etc. Donc tout d'un coup, un homme se met à se moquer des handicaps d'un journaliste handicapé. Oui, mais ça veut dire que la personne qui a désacralisé la fonction présidentielle, c'est Trump. Hein. Et ça veut dire que dans 4 ans, ou dans 8 ans, on va devoir choisir entre Lady Gaga et MNN. C'est un problème. Hein. Chers amis, je dois vous arrêter parce que maintenant nous allons passer à l'entretien avec Xavier Portela, notre ami espagnol que je vais recevoir dans quelques instants. Merci. Chers amis, pour conclure cette émission, maintenant je me tourne vers un homme qui nous vient du pays de Miguel de Unamuno, je le prononce mal, comme Bob, de Cervantes et de tant d'autres grands écrivains et penseurs européens. J'ai le plaisir de recevoir Javier Portela. Javier Portela, vous êtes, on peut le dire, un proche de notre revue Éléments et de notre mouvance d'idées. Tout à fait. Vous êtes le correspondant de l'Institut Iliade en Espagne. En effet. Vous êtes le directeur de la revue en ligne El Manifesto. Vous allez dire Il Manifesto, mais c'est El Manifesto. C'est elle. Voilà, puisque vous êtes espagnol. Oui. Et vous êtes enfin l'auteur, vous êtes d'ailleurs connu en France pour l'instant pour être l'auteur d'un livre qui avait été préfacé par Bruno de Cessol, Les esclaves heureux de la liberté. En effet. Très beau titre. Et vous publiez aujourd'hui
un livre qui fera sans doute, dira quelque chose à nos amis heideggeriens. N'y a-t-il qu'un Dieu pour nous sauver? Alors la première question que j'aimerais vous poser, Javier Portela, je pense que vous êtes déçu par la modernité, que vous la trouvez laide et que vous voulez peut-être réenchanter le monde. Est-ce que c'est le but de votre livre? Essayer de trouver le moyen de réenchanter le monde. Oui, c'est toute la question. Face à la désacralisation du monde, ce qui est bien le très marquant de notre époque, quelque chose qui arrive pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la grande question est de réenchanter ou de resacraliser le monde avec toutes les difficultés que cela comporte, mais avec tous les espoirs que cela soulève aussi. Merci. Alors, justement, vous parlez du sacré. On a tendance à parfois confondre le terme sacré avec la religion. Mais c'est tout autre chose. Alors, expliquez-nous, parce que je pense que la distinction religieux et sacré, on pourrait dire d'ailleurs à certains égards que nous vivons dans un monde où le religieux, au sens le plus péjoratif du terme, le religieux opium du peuple, domine, mais que le sacré a été liquidé. Tout à fait, ce qui domine, ce sont des succès d'années affreux et minables de l'ancien sacré, y compris au sein de l'institution première du sacré religieux où était l'Église catholique. Et ce que j'entends par sacré, c'est quelque chose qui dépasse en effet, comme vous le disiez, le domaine stricto sensu du religieux, pour inclure l'élan qui fait que le monde ait besoin et retrouve son sens dans un niveau supérieur, dans un niveau d'être supérieur, en dehors de la banalité et de la quotidienneté et de la matérialité de la vie. Domaine qui se joue sur trois registres différents, qui sont essentiellement celui de l'art, celui du politique, je dis bien du politique et non pas de la politique, et en troisième lieu quand même aussi les domaines du divin, et c'est pourquoi un tel titre pour l'ouvrage. Vous connaissez, il y a cette phrase, moi, que j'aime citer de Charles Péguy, du grand Charles Péguy, qui disait « Le monde moderne avilit ». Il avilit non seulement la nation, la famille, la race, l'esprit, mais surtout il avilit aussi quelque chose, même le monde est avili par le monde moderne. Il suffit de se promener, par exemple, moi je maintiens que la pyramide du Louvre est une abjection, voilà. Mais non, mais il y a des gens qui s'y sont habitués, donc pour moi c'est une abjection, les colonnes de Burel. Comment retrouver dans un monde avili, de plus en plus laid, justement, le sens du sacré qui passe aussi par la beauté d'un visage ou des choses, d'une armoire, d'une chaise. Tout est devenu maintenant des produits, non plus des œuvres. On y parvient, on y parviendra ou on y parviendrait, à la condition seulement de changer notre vision du monde. Ce qui est en jeu, ce n'est pas tout simplement un problème de gouvernement ou même de président de la République, c'est un problème de ce que les Allemands appellent la Weltanschauung, c'est-à-dire la vision du monde, et qui doit faire sa place à la beauté. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de la place à la beauté? C'est la grosse question. Ce n'est pas parce que nous manquerions de goût, c'est tout simplement parce que nous sommes avilis par l'absence d'un enjeu supérieur, d'un rayonnement supérieur à nos vies vouées à la mort. D'une transcendance, en fait. D'une transcendance. Mais une transcendance qui en même temps doit être une immanence, comme c'était le cas de la religion païenne. Une transcendance qui est incarnée aussi. Exactement. Où les dieux sont dans les choses, et dans les épiphanies de la nature, etc. Le Dieu qui pourrait nous sauver étant un Dieu, comme dirait Nietzsche, qui saurait danser. Voilà. Un Dieu qui saurait danser. Alors justement, le titre que vous avez donné, que nous avons donné en français, ou que vous avez donné en français, à votre livre, c'est « N'y a-t-il qu'un Dieu pour nous sauver ?» Mais dans la traduction espagnole, le titre espagnol, c'est « L'abîme démocratique ». Alors, en quoi la démocratie, justement, est-elle fondamentalement hostile au sacré ? Elle est hostile au sacré parce que la démocratie, non pas en tant que système d'élection des gouvernants, mais en tant que justement vision du monde, en tant qu'ère du temps, nous met à l'épreuve de ce que j'appelle l'indétermination première du monde, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas un fondement, il n'y a pas un principe premier président aux choses.
et que à sa place, à la place de ces fondements inexistants qui nous plongent dans un abîme de non-sens, l'homme n'a trouvé rien d'autre que d'élever sa subjectivité et avec toutes les conséquences que vous énonciez tout à l'heure. Mais la question est plus complexe parce qu'en même temps que cela fait la raison permettant d'expliquer la déchéance dans laquelle nous sombrons, cela pourrait aussi être la source de ce qui sauve. Il y a la fameuse phrase que Heidegger cite constamment en la reprenant à Hölderlin, là où gît le plus grand danger, là aussi croit ce qui sauve. Mais qui n'est jamais expliqué, ni par Hölderlin, ni par Heidegger. Ce que je vois, c'est que justement, cela nous permettrait de nous sauver, que la condition d'avoir quelque chose dont nous n'avons malheureusement pas du tout, à savoir un courage, une force, une endurance, une virilité même, je dirais, qui nous permettrait d'assumer cette contradiction profonde que la source du monde est transie à la fois de lumière et d'obscurité, de sens et de non-sens. Peut-on ajouter aussi que le monde s'avilissant de plus en plus, à un moment donné, même des hommes peu éveillés vont être tellement effrayés que l'effroi qu'ils vont ressentir devant ce monde déchu, en quelque sorte, va peut-être les réveiller. Être effrayé, pousser un cri d'effroi, c'est aussi être réveillé. Effectivement, il faut espérer que quand on sera tout à fait sur les bords de l'abîme, pour ne pas y tomber, alors un sursaut pourra se produire. Dernière question, alors en écrivant ce livre, je le disais un petit peu en introduction, j'ai pensé évidemment à cette fameuse phrase de Heidegger dans le fameux entretien au Spiegel. Ouais. Alors c'est difficile, c'est un peu intimidant la référence à Heidegger. Est-ce que vous vous considérez comme heideggerien? Est-ce que grosso modo, oui. Oui, Heidegger vous inspire justement. Oui, il m'inspire. Disons que les deux grandes sources de ma pensée se trouvent chez Nietzsche et chez Heidegger. Tout en n'assumant pas du tout la critique que Heidegger entreprend dans l'égard de Nietzsche, mais bon, c'était une autre affaire. Comment on fait, ravi de vous recevoir sur le plateau du Plus d'éléments, parce que on vous lit, donc ravi, mais Olivier l'a dit. Comment on passe, est-ce qu'il y a une solution de continuité entre Nietzsche, la mort de Dieu, et Heidegger, première question, et Heidegger qui nous dit « seul un Dieu peut nous sauver », première question, et deuxième question, on se l'est soufflé hors micro, c'est la phrase de Beckett, célèbre, c'est que ça se décrète pas, le religieux, ça se décrète pas, le sacré, la phrase de Beckett, je la rappelle aux téléspectateurs, c'est qu'il est plus facile de construire un temple, d'édifier un temple, que d'y faire descendre l'objet du culte. L'essentiel, c'est l'objet du culte. Donc deux questions en une. Oui, beaucoup de questions là-dedans. Nietzsche-Heidegger, déjà? Oui, Nietzsche-Heidegger. Pour moi, il n'y a pas de solution de continuité entre les deux. La vie de Nietzsche étant, qui est son principe dernier pour ainsi dire, étant aussi indéterminé, aussi relevant, pour parler dans des termes heideggeriens, du non-étant que l'être de Heidegger. Mais seulement Heidegger, il ne veut pas le voir, il considère que le fait que Nietzsche pose la vie comme principe dernier le ramène dans les girons de la philosophie de la subjectivité qu'il combat. Oui, puis on peut penser aussi que Nietzsche et Heidegger se rejoignent quand même sur un verdict commun face à la modernité. Le haut, c'est aussi l'homme, c'est aussi le dernier homme. Sur la question du Dieu, c'est que la phrase Heidegger, ça fait depuis 50 ans que je l'entends. Vous citiez Javier Hölderlin, ça fait depuis 150 ans ou près de 200 ans que j'entends, moi, dans mes lectures, que là où le courage, le salut est là. Non, je cours après ce salut depuis 150 ans. Et Heidegger, depuis 50 ans, le Dieu qui doit advenir n'est pas advenu. Pour l'instant, il n'est pas advenu parce que pour qu'il advienne, il faudrait quelque chose d'extrêmement important sur quoi j'insiste beaucoup dans le livre, ça constitue même un des axes, à savoir il faudrait assumer la divinité avec toute la charge ontologique, d'imaginaire et de symbolique qui est la sienne. C'est-à-dire qu'il faut assumer la non-existence matérielle du divin, tout en lui reconnaissant une existence supérieure qui est celle de l'ordre du mythique.
du symbolique, auquel on peut parfaitement rendre culte. C'est un exercice très difficile. Hein. C'est très difficile. Pour moi, c'est pas difficile personnellement. À titre individuel, ça n'est pas. À titre individuel, c'est pas difficile, mais collectivement. Le problème, c'est collectivement. C'est comment faire advenir dans le meilleur des cas, une indétermination, mais dans le pire, presque une négation, une absence. Hein. Une absence qui est en même temps une présence, dans la mesure où cette absence de réalité est la source. Comme c'est le cas dans l'art, où il y a, qui est bâti sur une fiction absolue, où, pas malgré, mais je dirais, à travers cette absence de réalité, c'est la réalité, c'est l'être lui-même qui explose et qui est exprimé au plus haut degré. Donc il en va, pour moi, du récit religieux comme du récit littéraire, pour ainsi dire. Oui, et puis je pense qu'aussi, et ça c'était une chose que nous disait Dominique Vénère, je pense aux marches en forêt, au rapport qu'il y a encore dans la nature, même si la nature est avilie, où il y a des expériences, je pense, une expérience spirituelle. Tout à fait. Quand on voit la mer, un arbre, le visage d'une femme ou d'un enfant. Voilà. Mais pour obtenir que cela, comme tu disais, se répercute au niveau collectif, ça... Il y a du chemin à parcourir. C'est tout un changement de mentalité collective qu'il faudrait obtenir. De fait, les salafistes et les évangéliques ont un avantage en nature sur la vision que vous portez. Donc, mais bon, c'est ainsi. Nous reviendrons sans doute dans un prochain numéro d'Éléments au livre de Xavier Portela. Je rappelle son titre et je le montre à la caméra. N'y a-t-il qu'un Dieu pour nous sauver, aux excellentes éditions de la Nouvelle Librairie, bien connues par nos téléspectateurs et nos amis. Chers amis, je vous retrouve maintenant dans 2 mois, c'est-à-dire je crois au mois de janvier ou février, pour une nouvelle édition du Plus d'éléments. Merci à vous. Au revoir.